Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Je voudrais adresser à Monsieur le gouverneur de la Banque de France, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir, un immense remerciement d'avoir dégagé 1 heure de son temps pour être avec nous, et un deuxième remerciement tout aussi important à Alain Lamassoure, ancien ministre, notamment du budget et des affaires européennes, mais aussi ancien député européen, président de la commission des budgets, et qui va nous aider à questionner en quelque sorte le gouverneur. Nous avons un très grand privilège ce soir d'accueillir le gouverneur de la Banque de France, membre du board de la Banque centrale européenne, puisque c'est une semaine très particulière où toutes les banques centrales des grandes économies vont avoir à communiquer pour examiner si l'inflation qu'on voit réapparaître ici ou là est durable ou non, et ce qu'elles entendent faire des moyens qu'elles ont mis à la disposition pour lutter contre la crise économique due à la crise sanitaire. C'est donc avec beaucoup d'intérêt, Monsieur le Gouverneur, que nous allons vous écouter et peut-être, si vous l'acceptez, vous poser quelques questions dans cette heure que vous avez bien voulu nous accorder. Je vous cède la parole. Cher Président, cher Monsieur le Ministre, cher Jean-Dominique, cher Alain, si vous me permettez, et puis chers amis, parce que vous êtes nombreux en ligne, c'est moi qui veux d'abord vous remercier de m'avoir invité à la Fondation Robert Schuman. Tous ceux d'entre vous qui le savent, qui me connaissent le savent, je suis un homme de l'Est, je suis même un Mosellan, je suis un homme des frontières, et il n'y a pas de figure qui me touche plus que celle de Robert Schuman. Il est de mon pays, si j'ose dire, au sens territorial du terme. Je fais partie de ceux qui vont assez régulièrement à Sichazel parce que j'ai la joie de passer mes vacances dans cette région, ce qui n'est pas si fréquent. Et je partage ses convictions européennes et spirituelles. C'est pour moi une grande figure d'inspiration. Et donc, je salue la Fondation qui entretient sa mémoire. Alors, vous m'avez invité en plus à parler de quelle politique économique pour l'Europe post-pandémie. Je vais commencer par une déception, cher Jean-Dominique. J'avais choisi intentionnellement un titre qui nous amenait à aller un peu au-delà de l'urgence de la pandémie. D'abord parce que je crois que c'est nécessaire et je trouve que notre débat européen et même français est menacé de court-termisme aujourd'hui. Et ensuite, parce que j'ai une interdiction juridique, je dois le dire, même dans le cercle de la Fondation Robert Schuman, de dire quoi que ce soit sur la réunion du Conseil des gouverneurs auquel tu as fait allusion mercredi et jeudi. Ça s'appelle la silent period. Et donc, je commence par cette déception. Alors ensuite, je vais m'appliquer le moins mal possible à compenser la déception en traçant un cadre de moyen terme. Et je crois que ces sujets sont absolument essentiels. Pour essayer de tenir en une quinzaine de minutes, en tout cas en un multiple de 5, si vous voulez bien, je vais me limiter à 5 grands défis que je crois nous avons. Et je vais même préciser mon total de 5, c'est 1 plus 2 plus 2. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le premier défi, c'est aller au bout de la réussite de l'euro. Et nous n'y sommes pas. Les 2 défis suivants, ce sont 2 transformations qui s'imposent à l'ensemble de l'Europe et que j'appellerais schumpeteriennes, je reviendrai sur cet adjectif, qui sont à la fois un défi et je crois une formidable opportunité parce qu'il me semble qu'il y a consensus sur ces 2 transformations que nous devons réussir. Et puis je terminerai les 2 derniers, ces 2 défis plus spécifiquement français, dont on parle peu, mais qui me paraissent être la condition pour que la France maximise ses chances en Europe. Si vous voulez bien, et avec l'ambition d'être très court, je me limite à introduire chacun de ces 5 points. Et je crois encore une fois que la principale menace que nous avons aujourd'hui sur le débat européen comme sur le débat français, c'est que nous soyons excessivement absorbés par l'urgence Covid. Et évidemment, cette urgence ne nous lâche pas. Maintenant arrive la 5e vague, Omicron, ce défi de l'inflation dont nous espérons qu'il est temporaire. Mais j'ai peur qu'à force de jouer les pompiers, nous les jouons plutôt bien, je crois, collectivement depuis mars 2020, nous oublions de plus en plus d'être les architectes. Et je voudrais aujourd'hui me situer, peut-être dans l'esprit de Robert Schuman, du côté des architectes.
Alors d'abord, aller au bout de la réussite de la zone euro. Nous fêtons cette semaine les 30 ans du sommet européen de Maastricht, dans une discrétion extrême, mais il se trouve que je fais partie de ceux qui étaient à Maastricht, et vous me permettez de citer notamment la mémoire de Pierre Bérégovoy ou d'Helmut Kohl. Nous allons fêter le 1er janvier prochain les 20 ans de l'euro au sens concret pour les concitoyens, c'est-à-dire l'introduction des pièces et des billets. Personne ne conteste que l'euro soit un de nos plus grands succès collectifs, 79% d'adhésion des citoyens européens, plus encore en Allemagne, une reconnaissance internationale. Je dirais que le cœur du bateau, c'est-à-dire la monnaie, est solide, incontestable, à traverser des crises. La politique monétaire continuera à faire face à ces exigences. Mais nous ne sommes pas au bout, souvenez-vous, nous parlions à Maastricht d'une union économique et monétaire. Et j'ai tendance à résumer en disant l'union monétaire est un succès, l'union économique reste largement à parachever. Peut-être pour préciser cette image, prendre celle simplement d'un trimaran. Le cœur du trimaran, la coque, c'est cette union monétaire, la monnaie, la BCE. Je ne dis pas que tout est parfait, mais là, je crois que les choses sont très solides. Ce qu'il faut que nous construisions, c'est 2 flotteurs sur les côtés qui contribuent à la stabilisation de l'ensemble. Or, aujourd'hui, la stabilisation, au sens de la politique conjoncturelle européenne, repose beaucoup trop sur la seule politique monétaire. Et vous allez voir, mon image des 2 flotteurs est extrêmement simple. Je crois qu'il nous faut un flotteur public et un flotteur privé. Le flotteur public, c'est une capacité budgétaire commune de la zone euro. Je n'ai pas dit budget, et on reviendra peut-être, Monsieur le Ministre, sur cette subtile distinction, et vous êtes un des grands spécialistes du sujet. La France s'est beaucoup battue pour un budget de la zone euro, avec des résultats jusque-là limités, et en même temps un acquis formidable qui est Next Generation EU l'an dernier. Mais je crois qu'il faut que nous ayons une capacité budgétaire, en cas de coup dur, à pouvoir activer l'arme budgétaire à côté de l'arme monétaire. Pour aller très très vite sur ce flotteur public, je rêve parfois, je ne vais pas parler aujourd'hui de la réforme du pacte de stabilité, qui est un des débats très difficiles franco-allemands que nous avons devant nous. Je rêve parfois d'un deal par le haut entre la France et l'Allemagne, où la France accepte des disciplines budgétaires nationales plus fortes, et je crois que nous en avons besoin, j'y reviendrai à la fin dans mes 2 derniers défis, et où l'Allemagne accepte cette capacité budgétaire commune. Ça, je crois que c'est la sortie par le haut qui nous ferait un vrai flotteur public budgétaire efficace. Et puis, il y a le flotteur privé. Qu'est-ce que j'entends par là? Je crois que celui-là est politiquement plus accessible. D'ailleurs, nous avons la grande chance d'avoir une épargne privée abondante en zone euro. Chaque année, l'épargne privée y excède l'investissement d'environ 300 milliards d'euros. C'est une ressource colossale. Pour le dire autrement, il y a 300 milliards d'épargne privée européenne qui, chaque année, vont s'investir en dehors de l'Europe. Alors que nous avons des besoins d'investissement colossaux. On va y revenir sur la transformation numérique ou écologique. Comment est-ce qu'on peut mieux diriger cette épargne en transfrontière à l'intérieur de l'Europe pour aller financer nos besoins d'investissement? Ça s'appelle l'union bancaire et ça s'appelle l'union des marchés de capitaux. C'est ça le flotteur privé. Et malheureusement, force est de reconnaître, nous avons peu avancé là-dessus. On a fait des progrès sur l'union bancaire. Je dis parfois, nous avons une union de supervision, mais nous n'avons pas une union bancaire parce que nous n'avons pas de vraie banque transfrontière. Et on a fait très peu de progrès sur l'union des marchés de capitaux qui concernerait le capital risque, le financement par action en capital des entreprises européennes. C'est ça dont nous manquons. Tout le monde est à peu près d'accord sur l'agenda technique, mais il n'a aucune priorité politique. Je crois qu'il faut qu'on arrive à montrer à ce que ce flotteur privé, c'est-à-dire la mobilisation de l'épargne, est un sujet qui va nous permettre de financer les 2 grandes transformations auxquelles je viens. Et donc, je laisse mon 1, le début, le premier des 5 défis, et je passe, si vous voulez bien, aux 2 transformations que j'appelais schumpeteriennes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons, depuis 2 ans, et efficacement, et il le fallait, suivi les prescriptions de l'autre grand économiste européen du XXe siècle, qui était Keynes. Bon. Quand nous nous comparons aux États-Unis, nous n'avons pas à rougir de toute une série de choses, y compris la qualité de notre modèle social et environnemental, mais il reste que nous manquons de vitesse et de capacité d'innovation.
hein. L'Europe a la même masse que les États-Unis, elle n'a pas la même puissance, parce qu'en gros, la puissance, c'est la masse fois la vitesse, et en termes de capacité d'innovation et de croissance, nous sommes en retard. Et là, il nous manque un peu de Schumpeter. Quand je regarde les transformations que l'Europe doit collectivement réussir, au fond, je crois que ça se ramène à deux grandes transformations sur la décennie qui vient, et elles sont dans le principe assez consensuelles. Je crois même qu'elles unissent les Européens. Il y a la transformation numérique, et nous avons vu à la facteur du Covid que la numérisation s'est encore accélérée. Et là, disons-le tout de suite, l'Europe n'est pas inexistante, mais l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis. Et puis, il y a la transformation écologique, et là, l'Europe est plutôt en avance aujourd'hui. Je crois qu'il est essentiel que nous réussissions dans les 10 ans qui viennent et au-delà. Ces deux transformations, elles doivent dominer complètement, me semble-t-il, notre agenda économique. Et vous voyez que là, je suis au-dessus de la mobilisation immédiate de l'Europe face au Covid, de la réponse de politique monétaire ou même de Next Generation EU, même si ça a représenté un progrès considérable. Si nous voulons réussir en la matière, et je vais extrêmement vite pour pouvoir laisser le maximum de place au débat, je crois qu'il faut que nous ayons dans ces deux grands champs, quand je nous compare aux États-Unis, la même réserve de clients, la même taille de clients, la même réserve de talents et la même réserve de financement. Ça veut dire, la même réserve de clients, c'est d'aller au bout du potentiel du marché unique. Et je crois qu'il est vraiment temps de remettre le marché unique, non pas seulement dans les héritages glorieux de Jacques Delors, mais dans nos priorités de demain. Comment est-ce que nous faisons un vrai marché unique du digital? Comment est-ce que l'Europe intégrée aide à la transformation écologique? Ensuite, le réservoir ou le pool, pardon, j'ai failli employer le terme anglais, de talents, ça renvoie aux tâches d'éducation et de formation, elles sont largement nationales, mais à l'évidence, l'Europe fait coexister le meilleur et le moins bon. L'Europe du Nord est très bonne en formation professionnelle et en apprentissage. Prenons les meilleurs exemples de l'Europe et généralisons-les, y compris en France. Je voudrais insister un peu plus sur la troisième réserve commune, le troisième accélérateur commun, c'est le financement. Et vous voyez tout de suite le lien avec ce que je disais il y a 5 minutes sur le flotteur privé. Si nous réalisons l'union des marchés de capitaux, nous mobilisons une capacité d'épargne considérable au service de besoins d'investissement. Alors regardez les chiffres du Green Deal, etc., de Fit for 55, il y a beaucoup de choses, mais on voit que le besoin d'investissement est probablement de plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Il peut être couvert pour partie par des investissements publics, mais évidemment, il faut des investissements privés. Et comme j'ai parlé de la transformation numérique, des startups, de la capacité d'innovation, il faut aussi que nous développions un capital risque européen. Un des symptômes européens aujourd'hui, c'est que nous savons faire naître des fintechs, nous savons faire naître des startups, nous ne savons pas les faire grandir. Regardez le nombre de startups, de scale-up, y compris françaises, qui, dès lors qu'elles grandissent, passent à capitaux américains. Et il y a un tableau que j'aurais pu projeter qui est malheureusement extrêmement parlant. Quand vous regardez les 10 premiers fonds de capital risque américains et les 10 premiers fonds européens, le premier fonds, alors que nous avons un réservoir d'épargne considérable, le premier fonds européen est beaucoup plus petit que le 10e fonds américain. Et en plus, ironie du sort, il se trouve être britannique. Bon. Pourquoi? Parce que chacun de nos fonds de capital risque reste à l'intérieur des frontières nationales. Nous n'avons pas cette fameuse union des marchés de capitaux. Donc, vous voyez le lien très fort que je fais entre ce que j'appelais le flotteur privé, qui est une capacité de stabilisation de l'euro et de l'union économique, et notre capacité à nous projeter, à financer ces deux grandes transformations schumpeteriennes que nous avons devant nous. Je vais terminer, si vous voulez bien, sur les deux derniers, pour que 1 plus 2 fasse bien 5, c'est-à-dire les deux défis spécifiquement français. Et vous allez voir que ce faisant, je ne vais pas m'écarter beaucoup de la politique européenne, car je crois que la réussite de la France sur ces deux fronts va non seulement avoir un effet d'entraînement sur l'Europe, mais aussi augmenter notre crédibilité, notre capacité d'influence en Europe. Nous avons au fond, en sortie de Covid, et là aussi en France, j'enjambe l'urgence, nous avons, je crois, deux grands défis. Le premier,
c'est les difficultés de recrutement des entreprises. Autant j'espère que les difficultés d'approvisionnement très réelles aujourd'hui sont temporaires, autant les difficultés de recrutement qui concernent la moitié des entreprises sont durables. Je vais y revenir dans un instant. Et puis nous avons bien sûr le sujet des finances publiques et de la dette publique. Pour aller très vite sur chacun de ces deux défis, et là aussi je veux simplement camper un décor pour la discussion que nous aurons. Sur les difficultés de recrutement, si je le dis en termes plus économiques, c'est le problème de l'insuffisance de l'offre de travail disponible pour les entreprises. Le premier frein aujourd'hui à la croissance française, c'est qu'elle ne trouve pas les compétences suffisantes pour pouvoir croître autant qu'elle le souhaiterait. Alors même que nous avons, nous le savons tous, un chômage qui reste extrêmement élevé, entre 7,5% et 8%. Et ce paradoxe est insoutenable. Il est insoutenable sur le plan social et il est insoutenable sur le plan économique. Nous avons d'un côté, malheureusement, des masses de jeunes ou d'adultes qui ne trouvent pas d'emploi et de l'autre, des masses d'entreprises qui ne trouvent pas de compétences. Nous sommes un des rares pays à l'avoir à ce point. Ça, je crois que c'est une priorité absolue. Toutes les réformes qui augmenteront l'offre de travail disponible pour les entreprises contribueront à accélérer notre croissance et contribueront à résoudre ce paradoxe social qui pèse évidemment très lourd. Alors, ces réformes, je vais simplement les rappeler parce que là, nous connaissons les solutions. C'est le développement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Je crois qu'il y a eu des bonnes choses faites dans la loi Avenir Pro, mais il est temps d'en faire le bilan et de les renforcer. C'est le fait de rendre le travail plus attractif. Et si je peux formuler un vœu ici, c'est qu'on arrête dans le débat français d'opposer les remèdes, mais qu'on les additionne. Vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. D'en rendre le travail plus attractif, il y a ceux qui disent, et ils n'ont pas tort, il faut augmenter les salaires. C'est vrai dans certains secteurs qui ont des difficultés de recrutement. Et puis il y a ceux qui disent, il faut réformer l'assurance chômage pour éviter la désincitation. Ils n'ont pas tort non plus. Il faut sans doute faire les deux. Et augmenter les salaires est nécessaire dans certains secteurs, ne suffit pas là où c'est un problème de formation, pour faire ce que je disais précédemment. Donc, de grâce, additionnons les remèdes plutôt que de les opposer. Ce n'est pas tout à fait un vœu en l'air à l'aune de la campagne électorale, et entre nous, il n'est pas gagné le fait que nous additionnions les outils de la boîte à outils plutôt que de brandir respectivement la clé à molette ou le tournevis les uns contre les autres. J'illustre tout ça, si vous voulez bien, par quelques chiffres qui sont assez frappants sur l'offre de travail entre la France et l'Allemagne. Et je redis que c'est notre principal frein de croissance. La croissance française risque de retomber sous 1,5% après le Covid, en 2024 et après, alors que nous devrions faire nettement mieux, probablement vers 2%. Si on compare la population en âge de travailler, en neutralisant l'effet de la démographie entre France et Allemagne, la France a environ 3 millions d'emplois de retard sur la population en âge de travailler par rapport à l'Allemagne. Ce qui est très intéressant, c'est si on décompose ces chiffres par tranche d'âge. Il nous manque des emplois aux deux bouts. Nous avons 1,2 million de sous-emplois des jeunes, 15-24 ans, par rapport à l'Allemagne, et nous avons 1,3 million de sous-emplois des seniors, 55-64 ans. Le reste, 25-54 ans, constitue l'essentiel de la population active, représente un écart d'emploi qui est beaucoup plus limité, 0,5. Voilà, donc les jeunes, ça renvoie à la formation, les plus âgés, ça renvoie peut-être à la réforme des retraites et à d'autres mesures, mais encore une fois, il y a divers outils à additionner sur ce qui est un sujet français central. Du côté des finances publiques et de la dette publique, la dette publique française a évidemment significativement augmenté à travers la crise Covid. On est passé en gros d'un peu moins de 100% du PIB fin 2019 à un peu moins de 115% du PIB fin 2021. Cette augmentation était justifiée. J'ai parlé de Keynes tout à l'heure. Il est assez rare que le gouverneur de la Banque de France dise que l'augmentation des déficits et de la dette était justifiée. Je crois que c'était justifié pour faire face à ce choc sans précédent et que la crise a été bien gérée. Le problème, c'est le avant et le après. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans la crise avec une dette publique trop élevée, à la différence de l'Allemagne, et il ne faut pas que nous sortions de la crise en ayant gardé ces mauvaises habitudes.
Alors on dit parfois, mais c'est pas grave, les taux d'intérêt sont très bas, aujourd'hui ça n'a pas de coût de s'endetter. Ça, je crois que c'est un pari sur les générations futures qui serait totalement irresponsable. Personne ne peut garantir, moi le premier, que les taux d'intérêt resteront bas, et historiquement bas comme aujourd'hui. Et la préoccupation qu'on peut avoir, je vous fais une projection extrêmement simple, c'est que sur les 10 ans qui viennent, si on projette la croissance potentielle en l'absence de réformes sur l'offre de travail dont je parlais à l'instant, croissance potentielle de l'ordre de 1,1-1,2% par an en France, c'est-à-dire assez médiocre. Si on projette aussi le rythme de croissance des dépenses publiques en volume que nous avons eu sur la dernière décennie, avant même le Covid, un peu plus de 1% par an, à ce moment-là, ce ratio de 115% ne diminue pas. Et nous nous retrouvons dans une situation alors extrêmement fragilisée au moment de la prochaine crise ou de la remontée des taux. Donc, il faut une trajectoire de désendettement qui combine 3 ingrédients. La durée, je crois qu'il serait souhaitable d'avoir une stratégie sur 10 ans. Une croissance plus forte, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'offre de travail, et je crois que des réformes peuvent nous faire passer, en gros, d'une croissance moyenne entre 1 et 1,5 à une croissance moyenne entre 1,5 et 2. Ce 0,5 de différence changerait tout. Et puis, la troisième composante, il faut bien le dire, c'est une meilleure efficacité de nos dépenses publiques. Je ne suis pas en train de prêcher l'austérité sauvage. On en parle beaucoup en France. Au passage, on la pratique extrêmement peu comparé aux autres. Nous sommes à la fois le pays qui a le niveau de dépenses publiques le plus élevé du monde, pas seulement d'Europe, du monde, autour de 55% du PIB avant la crise Covid, et le pays qui continue à faire croître ses dépenses publiques, je le disais, d'un peu plus de 1% par an en volume. Je crois que ce qu'il faudrait viser, ce n'est pas la baisse en niveau absolu de ces dépenses, je pense que c'est horriblement difficile. Mais ce qu'il faudrait viser, c'est de tendre vers la stabilisation des dépenses en volume. Et ça change tout. Même si je garde l'hypothèse de croissance un peu pessimiste que je disais tout à l'heure, à 1, à 2, nous avons fait les calculs. Si on passe de 1 à 0,5 seulement de croissance des dépenses, le ratio de dette sur PIB diminue de 10 points en un an. Et si on passe de 1 à 0, le ratio de dette publique diminue de 20 points. Et pour la première fois, nous commençons à retrouver des marges de manœuvre et à éviter de charger les générations suivantes. C'est extrêmement important alors que les taux d'intérêt risquent de remonter, alors que nous devons financer la transition climatique et qu'elle va générer des besoins d'investissement public très importants, et alors qu'il risque d'y avoir une crise d'une autre nature dans les décennies qui viennent. Donc il faut absolument reconstituer ces marges de manœuvre. Voilà, j'ai à peu près terminé. Est-ce que je peux juste ajouter un tout petit point d'actualité sur la formation du nouveau gouvernement allemand ? Bien sûr, nous allons avoir des discussions difficiles sur nombre de sujets. Mais j'ai 2 espoirs. Le premier, c'est que je crois que la complémentarité franco-allemande, une fois plus, va jouer. L'Allemagne apporte sa vision du temps long, son art des coalitions patientes, ce que n'est pas forcément le génie français numéro 1, sa capacité à décliner de façon juridique et pratique des grandes visions pour lesquelles la France est plutôt meilleure. La France apporte ces grandes visions, elle apporte surtout une ambition pour l'Europe autour de la souveraineté économique. Et la souveraineté, vous sentez que pour moi, elle commence par ces 2 grandes transformations écologiques et numériques dont j'ai parlé. Ce qui m'amène au 2e espoir, dans les 177 pages du contrat de coalition allemand, qu'évidemment aucun d'entre nous n'a lu, mais je crois qu'il y a une phrase qui est importante et qui peut être un game changer, si vous me permettez cet anglicisme, c'est l'intérêt pour une Europe souveraine et pour une souveraineté européenne. Je crois notamment qu'autour des 2 grandes transformations numériques et écologiques, nous avons là une conviction commune et un champ d'action commune. Et si vous voulez bien, je m'arrête là. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, pour cet exposé si riche et qui touche à autant de sujets. Et merci d'avoir sauté les questions de court terme pour évoquer le moyen et le long terme qui, à mon avis, plaira beaucoup à notre ministre Alain Lamassoure. Grâce à vous, nous avons un pied monétaire, un pied budgétaire en quelque sorte, ce soir à l'écran.
Et je cède tout de suite la parole à Alain Lamassoure en le remerciant de réagir et d'introduire un certain nombre d'idées. Merci Jean-Dominique, merci cher gouverneur et bravo pour cette présentation à la fois brève, concise mais extrêmement brillante et complète. Moi j'ajouterais plutôt des questions en essayant d'être très bref de mon côté. Et donc il y a trois dimensions, comme vous l'avez évoqué, la dimension mondiale, la dimension européenne et le franco-français. La dimension mondiale, je voudrais poser deux questions. D'abord, l'inflation. L'inflation est-elle redevenue un risque? Vous avez une phrase un peu rapide disant « j'espère que ça ne va pas trop durer ». Mais d'abord, est-on sûr de bien la mesurer? Et notamment l'inflation qu'on prend en compte dans la politique monétaire. Par exemple, il y a un débat sur l'augmentation des prix des logements occupés par leurs propriétaires, qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui et qui représentent quand même les 2/3 des situations dans la zone euro. D'autre part, si les taux d'intérêt n'augmentent pas avec l'inflation, ce qui est le cas jusqu'à présent, ça veut dire que le coût de l'argent continue de baisser, mais donc gonflant les bulles. Cet argent qui ne se place pas sur la consommation, il se place dans la propriété mobilière ou immobilière avec le risque des bulles explosent et qu'on ait de nouvelles crises financières internationales. Et puis surtout, l'immense question ultime. Tous les pays du monde se sont surendettés à juste titre, vous avez raison d'y insister, pour faire face à cette situation incroyable engendrée par la pandémie, et notamment la récession, les risques de faillite et d'augmentation massive du chômage. Mais un système dans lequel tous les acteurs, y compris beaucoup d'acteurs privés, multinationales, sont surendettés, est-ce que l'inflation, irrésistiblement, au bout d'un certain temps, n'est pas le meilleur moyen, le meilleur, je dirais, le plus facile et en réalité le plus odieux, celui qui engendre le plus d'inégalités, mais qui est le moins douloureux pour les dirigeants politiques de s'en sortir. Au passage, je souhaiterais aussi vous interroger sur le développement des monnaies électroniques, soit les soi-disant monnaies type Bitcoin ou la Libra de Facebook, qui est d'ailleurs devenue Diem, mais aussi les crypto-actifs ou crypto-monnaies qui se développent beaucoup dans les pays en développement, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Le Salvador en a même fait sa monnaie officielle rattachée au dollar. Est-ce qu'il n'y a pas là un nouveau problème, un nouveau défi, une nouvelle opportunité pour naturellement les responsables de la politique monétaire au niveau international? En ce qui concerne l'Europe, la politique européenne et le débat franco-allemand, je partage tout à fait votre analyse. Je crois que l'intérêt de la France, c'est vis-à-vis de la nouvelle majorité allemande, n'est pas d'essayer de supplier l'Allemagne de nous accorder le droit de continuer à faire des déficits ou d'assouplir la définition du pacte de stabilité et de croissance, mais d'essayer de faire un accord selon lequel nous finançons ensemble, c'est sans doute le sens que vous donnez à la formule capacité financière, nous finançons ensemble les investissements d'avenir dont nous avons tous besoin. Chacun se débrouille de sa dette passée. En revanche, pour la dette du futur, nous la finançons ensemble. C'est ce que nous faisons dans le cadre du programme dit Next Generation EU pour aider les relances nationales, plus ou moins coordonnées. Mais c'est ce qu'il faut sans doute maintenant obtenir pour financer les investissements, notamment de la double transition, comme vous l'avez très bien dit. Le mystère pour moi de l'union monétaire, et vous y avez fait allusion, si vous pouviez élaborer un tout petit peu, c'est comment, après 20 ans d'euros, nous ne sommes toujours pas parvenus à l'union bancaire et à l'union des marchés de capitaux. À la limite, je vais exagérer un peu, je ne suis pas lorrain comme vous, je suis gascon, donc pas complètement sérieux. À la limite, en Europe aujourd'hui, tout circule librement, sauf l'épargne.
Et sauf les investissements bancaires réciproques, si je puis dire. Enfin, dernière question sur la France. Vous l'avez dit, mais je le redis aussi parce que nos compatriotes ne le croient pas quand on le dit. Donc il faut insister. Nous sommes le pays du monde où la part des dépenses publiques par rapport à la richesse nationale est le plus élevée au sein de l'OCDE. D'autre part, au sein de l'Union européenne, nous sommes aussi évidemment le pays où la dépense publique est la plus importante et nous avons été ces dernières années le plus mauvais élève de la zone euro. Notre budget national est moins bien géré que le budget italien, quoi qu'on en dise. Le problème italien, c'est la surdette. Il a un excédent primaire, comme on dit, en matière de budget national. Là où je suis perplexe en fait parce que je suis incapable de donner une réponse, c'est sur les deux grands échecs, parmi d'autres, nationaux. Vous y avez fait allusion en disant il y a là des solutions que nous connaissons, il faut les mettre en œuvre. Oui, mais je cite deux échecs. Un, les retraites. C'est inimaginable. Michel Rocard avait été le premier à commander un rapport quand il était Premier ministre, ça ne nous rajeunit pas, sur la réforme des retraites, qui montrait que pour des raisons simplement de vieillissement de la population, inexorablement, il faut augmenter l'âge à laquelle on arrête de travailler et on arrête de cotiser pour bénéficier de la retraite. Tous les autres pays l'ont fait. Les Allemands discutent de savoir s'ils vont passer de 67 ans à 70 ans. Nous, les gouvernements changent, les présidents changent, on n'y arrive pas. Et puis l'apprentissage. L'apprentissage, moi, ce qui me frappe, nous avons la semaine dernière encore à Bercy rendu hommage à l'action de Valéry Giscard d'Estaing. J'ai eu l'honneur d'être un collaborateur dans des fonctions diverses. Je me souviens très bien que Valéry Giscard d'Estaing, à l'Élysée, avait fait à plusieurs reprises la remarque que si on compare la France et l'Allemagne, la force de l'Allemagne, notamment de l'industrie allemande, c'est qu'elle a un système de formation d'ingénieurs et d'apprentis incomparablement plus efficace que le nôtre. Et donc, il faut développer l'apprentissage en France. Depuis cette époque, c'est-à-dire les années 70, tous les présidents, tous les gouvernements ont lancé un nouveau programme d'apprentissage. Et en fait, ça ne se produit pas. Le nombre d'apprentis augmente peu et les métiers à peu de qualifications, finalement, embauchent, mais ils n'embauchent pas des Français. Ils embauchent plutôt des étrangers en situation régulière ou en situation irrégulière. Et on voit bien que l'économie actuelle a besoin de ce genre d'emplois relativement peu qualifiés pour des services à la personne, pour l'hôtellerie-restauration. Dans mon Pays basque, il y a chaque année plusieurs milliers d'emplois qui ne sont pas remplis, qui sont offerts et qui ne sont pas remplis. En face, il y a des chômeurs, mais les chômeurs ne veulent pas ces emplois-là. De la même manière, dans ma région aquitaine, le niveau de revenu des artisans dans tous les domaines d'artisanat est assez élevé parce qu'il y a une véritable pénurie d'artisans. Et je ne parle pas du cas de Paris. Et donc, je crois que là, nous nous trouvons en face d'un problème culturel qui est assez redoutable et que nous connaissons la solution idéale, mais pas la solution concrète. Merci. Merci beaucoup, cher Alain. Alors, Monsieur le gouverneur, je vous cède la parole. Il y a énormément de questions. J'essaierai de résumer très rapidement. Je vais essayer d'être extrêmement rapide, parce qu'évidemment, Alain Lamassoure n'a posé que des bonnes questions, et toutes redoutables. Alors, je vais commencer par sauter celle sur l'inflation, parce que j'ai toujours mon problème de silent period. Je vais juste dire, je ne crois pas que l'inflation, dans le monde moderne, soit la façon de traiter le problème de l'accumulation des dettes, parce que tôt ou tard, s'il y a montée de l'inflation, il y a montée des taux d'intérêt, il y a même surréaction des taux d'intérêt. Je crois qu'on ne peut pas jouer sur l'illusion face aux prêteurs et aux marchés financiers. Pour le reste, sur l'inflation, est-elle redevenue un risque? Je redis simplement notre analyse, en tout cas pour l'Europe, hein, je ne me prononce pas pour les États-Unis. C'est un phénomène pour l'essentiel temporaire, nous y sommes attentifs, mais tout commentaire au-delà m'entraînerait dans une zone… Réponse, je retrouve ma liberté de parole à compter de vendredi matin, si tu voulez me réinviter. Sur les crypto-monnaies, alors là, je vais totalement dans votre sens.
Je crois qu'il ne s'agit pas de monnaie. Nous parlons de crypto-actifs. Alors, c'est vrai pour le Bitcoin, c'est vrai pour Libra. Il y a là-dedans des progrès technologiques extrêmement intéressants, avec la blockchain notamment. Mais pourquoi ce n'est pas de la monnaie? Parce que, je ne vais pas vous infliger les 3 fonctions d'Aristote, mais je dirais 2 choses de bon sens. Une monnaie, c'est quelque chose dont la valeur inspire confiance et dont la valeur est en responsabilité auprès de quelqu'un, la banque centrale. Qui est responsable de la valeur du Bitcoin? Absolument personne, et il est marqué par sa volatilité même. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elle est acceptée comme moyen de paiement universel. Or, le Bitcoin n'est accepté que par accord du vendeur et de l'acheteur, et c'est un cas exceptionnel. Donc, ce sont des cryptoactifs extrêmement spéculatifs dans le cas du Bitcoin, qui doivent d'ailleurs faire l'objet d'une réglementation. On y va assez vite aux États-Unis comme en Europe, ça s'appelle le règlement MiCA. Il y a une question un peu différente qui est celle de ce qu'on appelle les stablecoins, comme Libra, mais qui pour l'instant n'est qu'un projet, qui eux prétendent avoir une technologie blockchain, enfin numérisée, token, mais associée à la valeur d'une monnaie souveraine, en l'occurrence le dollar, pour Libra. Ça aussi, ça pose d'autres questions de réglementation. Il faut être sûr que l'épargne qui est investie là-dedans peut être retirée à tout moment. Les États-Unis sont en train d'y travailler, mais ça, c'est beaucoup plus hypothétique aujourd'hui. Donc, il y a des cryptoactifs, mais les seules monnaies, ce sont les monnaies souveraines émises par les grands États. Je pense d'ailleurs que ce problème se pose beaucoup moins dans les économies avancées, mais comme vous l'avez dit, dans certaines économies émergentes ou qui n'ont pas de vraie monnaie, tout le monde a parlé du Salvador, dont le chef d'État a fait un coup, permettez-moi l'expression, en disant « j'adopte le Bitcoin ». Le Salvador était largement dollarisé, je ne suis pas sûr qu'il gagne beaucoup à passer au Bitcoin, mais le Salvador est une exception, au contraire, et pas une règle. Alors, sur ce que vous avez dit à propos de la dimension européenne, je précise, mais ça m'entraînerait trop loin si je détaillais, que la capacité budgétaire européenne, je la vois au moins autant, voire davantage, comme une capacité de stabilisation. C'est-à-dire une crise arrive, un choc frappe certains États. À ce moment-là, la solidarité européenne, mais y compris c'est notre intérêt économique, peut compenser le manque conjoncturel dans cet État. Ce n'est pas seulement, peut-être même pas prioritairement, le financement des investissements de long terme, parce que ça, je crois que nous y arriverons avec la BEI et d'autres mécanismes. Je partage totalement votre question. Comment se fait-il qu'après 20 ans d'euro réussis, nous n'ayons pas avancé plus sur l'union bancaire et très peu sur l'union des marchés de capitaux? Et je ne vous cache pas que c'est une question que nous nous posons périodiquement. Alors, sur l'union bancaire, je crois qu'on sait répondre. Il y a un certain nombre d'égoïsmes nationaux. Il faut appeler un chat un chat. Ce qu'on appelle les pays hosts, qui sont les pays plutôt ayant des banques de taille moyenne ou petite, sont extrêmement réticents à accepter des groupes bancaires transfrontières et multiplient les obstacles réglementaires. Il faut du capital, de la liquidité supplémentaire pays par pays et ne pas accepter un raisonnement transfrontière. Ça, c'est la meilleure façon de décourager des grandes transfrontières. C'est la négation de l'esprit de l'union bancaire. Sur l'union des marchés de capitaux, en principe, il y a accord. C'est un des sujets où il y a accord total des 19 gouverneurs autour de la table. Avec mon ami Jens Weidmann, gouverneur de la Bundesbank, on n'a pas toujours été d'accord sur la politique monétaire, mais sur l'union des marchés de capitaux, on a publié au moins 2 papiers en commun et honnêtement, pas grand-chose ne se passe. Je crois que là, nous avons, mais je parle sous le contrôle du politique que vous êtes, cher Alain Lamassoure, et beaucoup plus que moi, je crois que nous avons un problème de vente, entre guillemets, du projet. Vous vous rappelez que Jacques Delors disait à propos du marché unique, personne ne tombe amoureux du marché unique. Il y avait 300 textes techniques, honnêtement, chacun des textes ne suffisait pas à motiver. Le génie de Jacques Delors, ça a été de mettre un drapeau là-dessus, c'était les 4 libertés. Et de dire les 4 libertés de circulation, c'est ça que je vais faire avec le marché unique. Après, honnêtement, sur l'agenda de 300 textes techniques, je ne vais pas vous embêter. Aujourd'hui, sur l'Union des marchés de capitaux, nous avons un agenda, c'est plutôt 10 à 20 textes. Ce n'est pas 300, mais nous n'avons pas de drapeau. Et il me paraît essentiel, moi je l'ai redit à la commissaire McGuinness récemment, je l'ai redit à Ursula von der Leyen, ou Christine Lagarde l'a dit, d'avoir là-dessus un drapeau, c'est le moyen de financer à l'américaine les 2 transitions numériques et écologiques dont nous parlons. Je crois d'ailleurs qu'il faudrait changer de nom, plus parler d'union des marchés de capitaux, mais union de financement pour l'investissement et l'innovation, ou union de financement verte, mais
Ça n'est pas le seul levier, mais en tout cas, ce levier-là, nous l'avons. J'ai cité l'exemple du capital risque. C'est ridicule que nous ayons autant d'épargne en Europe, autant de start-up, mais pas moyen de financer les scale-up. Je ne crois pas qu'il y ait d'obstacle politique là-dessus. Il y a peut-être un manque d'engagement de ce que j'appelle de drapeau. Alors, je termine sur la France. Je vais être un tout petit peu plus optimiste que vous, très prudemment, Monsieur le ministre, sur les grands échecs. Je les constate avec vous aujourd'hui, mais je crois qu'ils ne sont pas fatals. Sur les retraites, alors on a une démarche des petits pas très lents, alors que d'autres pays ont fait des réformes systémiques. Ça, on peut beaucoup le regretter. Enfin, j'espère vraiment, en m'élevant au-dessus de ma condition, qu'après l'élection présidentielle, il y aura une réforme des retraites. Bon. Elle doit être juste, elle doit assurer le moyen terme. Ce n'est pas à moi d'en déterminer les détails techniques, mais elle est nécessaire. Pour des raisons financières et peut-être aussi pour des raisons économiques, d'offres de travail des seniors dont je parlais. Sur l'apprentissage, je pense quand même qu'on a commencé à bouger. J'ai parlé de la loi Avenir Pro. Vous savez que les chiffres des 2 dernières années montrent qu'il y a enfin plus d'apprentis en France. Je pense que l'image de l'apprentissage change. Simplement, il faut qu'on mette le paquet là-dessus. Je me méfie toujours un peu de la dispersion de notre débat. Il y a un remède miracle un jour, il y en a un autre le lendemain, etc. Honnêtement, sur l'offre de travail, si on additionne apprentissage, plus formation professionnelle, plus réforme des retraites, plus réforme de l'assurance chômage, plus hausse des salaires dans certains secteurs, on a notre réponse. Ce que je viens de dire n'est pas un agenda horriblement compliqué, mais faisons-le en additionnant les remèdes plutôt que les opposer. C'était mon image, vous vous souvenez, de la clé à molette et du tournevis ou du marteau qu'on se jette à la tête alors qu'on devrait les utiliser ensemble. Et puis faisons-le dans la durée. Je vais peut-être invoquer encore les mannes de Robert Schuman et je vais parler au nom des gens de l'Est qui n'ont pas toutes les vertus, qui ne passent pour pas être très drôles, pas être très imaginatifs, mais ils ont en général une qualité qu'en tout cas Robert Schuman avait beaucoup, c'est une forme d'obstination tranquille à laquelle je crois sur ce dont vous avez parlé. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Beaucoup de questions. Alors certaines, vous avez déjà répondu. J'en retiens une. Je ne sais pas si vous pouvez répondre dans la période actuelle. Est-ce que vous considérez que le soutien de la demande apporté par la Banque centrale pendant la crise peut durablement et dans la durée conforter le potentiel de croissance, car l'Europe a un déficit de croissance par rapport, par exemple, aux États-Unis. Et donc, est-ce que la politique monétaire en elle-même constitue un outil important, outre ceux que vous avez cités? Et deuxième question, y a-t-il un problème de compétitivité de l'économie française? Il y en a d'autres, mais je demanderai peut-être à l'un de les traduire. Je réponds à ces 2 questions ou la Oui. Bon, je vais essayer d'être assez rapide. Sur la première question, encore une fois, je ne vais rien dire sur la politique monétaire aujourd'hui, mais peut-être une petite réflexion théorique. La politique monétaire, effectivement, est du côté de la demande, et pas du côté de l'offre. Elle peut être efficace quand il y a déficit de demande et en gros, quand il s'agit de réguler le cycle conjoncturel. Quand on se projette à long terme, et il me semble que c'était le cœur de la question, et qu'on essaye de comprendre pourquoi il y a déficit de croissance par rapport aux États-Unis, alors il se trouve, permettez-moi cette auto-référence, que j'ai été amené à faire un discours au Collège de Bruges en mars dernier, auquel je me permets de renvoyer la personne qui a posé la question pour essayer d'analyser un peu plus précisément sur pourquoi ce différentiel de croissance. Il y a pu y avoir à un moment des facteurs de demande et des politiques de soutien de la demande plus actives côté américain. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Objectivement, quand on compare les politiques monétaires et budgétaires, d'ailleurs, des 2 côtés de l'Atlantique, elles sont relativement proches. Je crois que dans la longue durée, les facteurs d'offre sont quand même dominants. Et la capacité d'innovation américaine est incomparable. Je vais illustrer ça par quelque chose qu'on a peu mis en avant et qui vous paraîtra très conjoncturel, mais qui pour moi illustre bien les choses.
quand nous avons essayé d'analyser en 2020, en réponse à la crise, pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle différence entre l'effet américain et l'effet européen. Je ne sais pas si ces chiffres sont connus de ceux qui nous écoutent. Vous savez que pour la zone euro, en moyenne, le choc de 2020, très sévère, a été de moins 7%. Pour les États-Unis, il a été la moitié, moins 3,5%. Évidemment, ceci nous pose question. Là-dessus, il y a pu avoir une différence de soutien budgétaire. Les chèques Trump puis les chèques Biden ont été plus forts. Enfin, honnêtement, l'Europe avait son dispositif de protection sociale. Elle ne faisait pas des chèques, mais elle avait l'allocation chômage, etc., ce que les économistes appellent les stabilisateurs automatiques. Donc finalement, la différence était relativement limitée. Il y a une différence dont personne n'a parlé, mais qui joue un très grand rôle, malheureusement. C'est la différence de spécialisation. C'est-à-dire que, notamment en Europe du Sud, le poids du tourisme est très important et c'est le secteur qui a été le plus frappé par les restrictions Covid. En sens inverse, le secteur qui a accéléré à cause du Covid, c'est le digital, le numérique, et c'est un des grands points forts de l'économie américaine. Et ça, dans nos analyses, ça explique plus de la moitié de l'écart. Donc, vous voyez, on est renvoyé à des facteurs d'offre. C'est pour ça que j'ai tellement insisté sur la transformation numérique. Et en tout cas, la politique monétaire ne peut pas remplacer la nécessité d'accroître le pool de clients, le pool de talents et le pool de capitaux dont j'ai parlé. Je crois que ça, c'est vraiment Schumpeter. Sur la deuxième question, pardon, si tu peux la répéter parce que j'ai... Oui, y a-t-il un problème de compétitivité de l'économie française? Il y a eu incontestablement, très fortement, et Jean-Claude Trichet, quand il était président de la BCE, avait, vous savez, cette fameuse courbe, qui existe toujours d'ailleurs, de l'évolution des coûts salariaux unitaires depuis l'entrée dans l'euro. Et autant sur la première décennie de l'euro, l'Allemagne a montré une grande maîtrise de ses coûts salariaux unitaires, autant la France, comme d'ailleurs les autres pays du Sud, Italie et Espagne, avaient probablement un peu oublié cette règle du jeu. C'est dit, quand on est entré dans l'euro, la contrainte de financement dur a disparu. Ça, c'est un grand avantage de l'euro. Nous sommes financés dans des bien meilleures conditions. Nos taux d'intérêt ont beaucoup diminué. Mais on a oublié que sur le plan économique, il y avait une contrainte de compétitivité qui n'est pas une contrainte dure qui se fait sentir à chaque fin de mois, mais qui est une contrainte économique qui, dans la durée, détermine les parts de marché des différents pays. Et nous avons régulièrement perdu des parts de marché compte tenu de ces pertes de compétitivité. Alors ma réponse aujourd'hui serait relativement nuancée. Elle n'est pas encore que nous avons effacé le problème, mais nous avons amélioré. Si je regarde les coûts salariaux unitaires, l'écart France-Allemagne, en fait, dans la deuxième décennie, 2010-2020, nous avons refait l'essentiel du retard de la première décennie. Pas la totalité, mais l'essentiel. Parce que d'abord, l'Allemagne a fait des augmentations de salaire assez fortes alors qu'elle était arrivée au plein emploi, et que la France, de son côté, a fait le CICE, en particulier à la suite du rapport Gallois de 2012, a fait la baisse des charges sociales et donc a effectivement amélioré sa compétitivité. Donc en compétitivité coût, le problème n'est plus aujourd'hui aussi sensible qu'il l'était. Quand je regarde les résultats de notre commerce extérieur, à l'évidence, nous n'y sommes pas. Et ceci renvoie probablement à des facteurs plus qualitatifs de compétitivité hors coût. Il y a un effet de spécialisation, nous sommes trop concentrés sur l'aéronautique et on va retrouver, Jean-Dominique, mais pardon, ce n'est pas une obsession, je crois que c'est une confirmation, on va retrouver le problème de compétences. Dès lors que nous avons une main-d'œuvre qui n'est pas suffisamment formée, apprentissage, confère ce que disait Alain Lamassoure, formation professionnelle, éducation nationale, nous sommes sur des segments à valeur ajoutée un peu moins forte que l'Allemagne et donc beaucoup plus sensibles à la compétition internationale. Bon, ça aussi, je crois qu'il faut le soigner activement, mais je reviens sur cette idée, sur tout ce que nous ferons pour améliorer la quantité et la qualité de l'offre de travail disponible pour les entreprises sera gagnant pour la croissance et je crois pour la compétitivité hors coût. Je m'arrête là. Alain Lamassoure, une petite question, une réaction? Deux questions qui reviennent parmi les dizaines de questions écrites. L'une sur la préférence européenne. Comment voyez-vous la possibilité de
d'améliorer l'appétence des Européens, notamment des acheteurs publics, mais éventuellement aussi des acheteurs français, au-delà de la campagne Made in France et acheter français en France, pour acheter européen, alors que les Américains, de toutes les manières possibles, Buy American Act et autres, sans parler des Chinois, achètent spontanément chez eux. Mais aussi, est-ce que cette préférence ne pourrait pas jouer en matière financière ? À tout le moins, jouer davantage pour les dettes souveraines, puisque des pays comme le Japon, des pays même comme l'Italie, voient leurs citoyens acheter de la dette nationale, alors que jusqu'à présent, ça se fait nettement moins chez nous. Alors, il va y avoir une dette, enfin, il y a maintenant une dette européenne de 750 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut favoriser cette préférence européenne à la fois pour l'achat des biens et des services et pour l'achat des dettes, et notamment, pas uniquement d'ailleurs, de la dette publique. Alors, à propos de dette, deuxième catégorie de questions, et là, je veux dire, je suis un petit peu surpris. Plusieurs questions au gouverneur de la Banque centrale, mais je pense qu'en dépit de la règle du silence, vous, de cette semaine, pour y répondre. Comment se fait-il que la Banque centrale n'efface pas purement et simplement toutes les dettes liées au Covid ? Voilà, on efface tout ça, puis on n'en parle plus, puis on redémarre sur une bonne base. Merci. Effectivement, c'est une question assez souvent posée, donc je vais essayer de bien y répondre. Ça, je peux tout à fait y répondre, parce que c'est indépendant des décisions de jeudi. Sur la préférence européenne, je ne crois pas avoir employé l'expression. Non, mais je dis à dessein. Oui. À dessein, c'est un sujet sur lequel je suis assez prudent, parce que d'abord, j'avoue n'avoir aucune compétence en matière de politique commerciale, et ensuite, bien sûr, je souhaite que de plus en plus l'Europe retrouve des éléments de souveraineté. Je ne voudrais pas que ça soit au prix de règles de protectionnisme ou de recul des accords multilatéraux. Donc, alors, je vais m'expliquer à propos de la matière financière, puisque vous demandiez si ça pouvait jouer en matière financière. D'abord, je ferai remarquer avec un zeste de malice que quand la Banque centrale européenne ou la Banque de France, ça nous amènera à la deuxième question, achète de la dette publique, ce qu'elle a fait massivement depuis 2015 et encore plus depuis 2020, elle européanise, entre guillemets, la détention de la dite dette publique. Comme vous le savez, aujourd'hui, alors je vais donner un ordre de grandeur parce que je n'ai pas le chiffre exact, et la part de la dette publique française et européenne qui est entre les mains de l'eurosystème est entre 20 et 25%. Donc c'est assez significatif. Et quand vous regardez la part des investisseurs non résidents, elle a diminué, pas tout à fait dans la même proportion, mais elle a diminué. Et elle est devenue minoritaire. Mais je crois que ce qui est important en matière financière comme ailleurs, c'est d'avoir une politique d'offre très offensive. Moi, je souhaite effectivement que l'Europe autofinance une part plus grande de ses investissements. Je l'ai beaucoup dit à propos de l'Union des marchés de capitaux. Mais il faut pour ça qu'on construise notre marché intérieur, qu'on construise nos véhicules de capital risque, qu'on offre des produits d'épargne action attractifs transfrontières à l'ensemble des épargnants européens. Tout ça, honnêtement, n'est pas hors de portée. Mais je crois que c'est la meilleure façon de convaincre les Européens que plutôt que d'aller placer leur épargne indirectement, via des fonds collectifs dans des pays émergents plus ou moins risqués, participer à l'aventure, j'ai d'ailleurs vu une question à propos des financements verts, mais participer à la belle aventure de la transition écologique ou de la transition numérique européenne, ça a un sens civique et ça a un sens économique beaucoup plus fort. Leur épargne est plus sûre. Mais il faut que nous leur offrions les circuits, l'organisation, les produits pour cela. Il y a un domaine où la question des frontières va très explicitement se poser. Je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est le climatique. Alors permettez-moi un mot là-dessus, parce que c'est une des très grandes questions que nous avons devant nous. Si nous voulons réussir la transition écologique climatique, il va falloir un prix du carbone. Tous les économistes le disent. C'est un peu l'éléphant dans la pièce. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de prix du carbone, intégrant les externalités négatives de la pollution, les comportements ne changeront pas durablement, que ce soit ceux des producteurs ou ceux des consommateurs. On voit bien toutes les difficultés que ça pose, qu'ont fait les Gilets jaunes en France. Quelle est la compensation pour les plus défavorisés ? Et une des difficultés, c'est sur le plan international. Il y a des pays qui sont assez avancés sur l'idée d'un prix du carbone. Il y a l'Europe, et c'est son honneur.
Il y a un pays comme le Canada, dont on ne parle jamais. Hein. Mais Justin Trudeau s'est fait réélire avec un programme qui prévoit un prix du carbone à 50 $ canadiens, je crois, très vite, et à 130 $ canadiens, ce qui n'est pas négligeable, en 2030, ou 150, je crois. Pendant ce temps-là, les États-Unis n'ont pas de prix du carbone. Alors, mettons-nous à la frontière américano-canadienne, pour oublier l'Europe un instant. Il faut un mécanisme d'ajustement aux frontières. Sinon, il y a évidemment une distorsion de concurrence. Donc, soit les États-Unis adoptent eux-mêmes un prix du carbone, ce qui serait le first best, mais je ne suis pas sûr d'y croire à court terme, soit il faut accepter qu'il y a des mécanismes d'ajustement aux frontières pour permettre de rétablir la neutralité. Alors ça, l'Europe compte aussi le faire. Ça va être une vraie bataille. Nous estimons que c'est compatible avec les règles de l'OMC. Je le dis avec toutes mes limites sur la politique commerciale. Appelons ça préférence européenne si nous voulons. Moi, j'ai tendance à dire qu'en tout cas, ça marque la cohérence de choix européens d'avoir un modèle environnemental plus fort. Nous ne pouvons pas accepter d'importer des contenus carbone extrêmement forts sans les taxer. Sur l'effacement de la dette, alors je vais essayer d'être très très court sur une question qui est souvent posée. Bon, en général, une dette, c'est fait pour être remboursée. Je rappelle cette règle que ceux qui posent la question, d'ailleurs, je pense, partagent. Par rapport à un investisseur normal, si on lui dit un jour, tiens, vous m'avez prêté 100 €, mais j'ai une nouvelle pour vous, c'est que je ne vous les rembourserai pas. La première conséquence, c'est qu'il ne vous prêtera plus jamais. Et ça, c'est dramatique pour la France parce que nous avons besoin d'emprunter chaque semaine, tant que nous sommes en déficit. Hein ? Alors, la question est un peu plus sophistiquée, c'est de dire, oui, mais il y a un investisseur un peu différent des autres, c'est la Banque centrale. Et prenons les 20 ou 25% de dette détenue. Alors, on va prendre, si vous voulez bien, la dette française, détenue par la Banque de France. Il se trouve que 20 ou 25%, ça fait, prenez-le comme un ordre de grandeur, je n'ai pas vérifié le chiffre, mais la Banque de France doit détenir environ 700 milliards de dettes françaises. Alors, premièrement, nous n'avons absolument pas le droit de l'annuler. C'est totalement incompatible avec le traité de Maastricht. Et le traité de Maastricht, ce n'est pas une règle venue de gnomes bruxellois. C'est un pacte de confiance que nous avons signé nous-mêmes vis-à-vis des citoyens français et européens. Supposons quand même un instant, c'est une hypothèse incroyablement forte, que le traité de Maastricht peut être changé. Nous voulons rester dans l'euro, hein, parce que si on sortait de l'euro, tout est possible, mais ça, c'est une autre aventure. Nous voulons rester dans l'euro. Et nous gagnons cette capacité juridique à annuler. La Banque de France annule ces 700 milliards et il y a une seconde d'allégresse collective puisque nous sommes tous, comme citoyens français, enrichis de 700 milliards puisque nous avons 700 milliards de dettes en moins. Dans la seconde qui suit, malheureusement, je suis obligé, avec les équipes de la Banque de France, de faire les comptes et de constater que dans les livres de la Banque de France, il y a un trou de 700 milliards qui vient d'apparaître. Parce que cet argent, nous comptions sur ce remboursement et donc on avait 700 milliards à l'actif. Donc nous constatons un trou de 700 milliards qu'il faut combler, sauf parce que la Banque centrale perd totalement sa crédibilité. Or, la crédibilité d'une banque centrale, c'est clé. Il se trouve que les actionnaires de la Banque de France, c'est tous les Français. Et donc, dans la seconde qui suit, je demande à tous les Français de remettre 700 milliards pour combler le trou. Nous n'avons rien gagné. Par contre, entre-temps, nous avons beaucoup entamé la confiance des Français dans la monnaie, et ça, je crois que c'est un des biens les plus précieux qui soit. Donc, c'est incompatible avec le traité fondateur de l'euro, qui est un pacte de confiance, et à supposer même qu'un jour ça soit faisable, c'est une opération qui ne rapporte rien sur le plan comptable, mais qui coûte sur le plan de la confiance. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair. Vous l'avez été, c'est particulièrement clair et mille merci. Nous nous sommes engagés à vous libérer à 18h. Il est 18h, monsieur le gouverneur, avec l'espoir que vous accepterez d'autres fois de venir continuer ce dialogue en m'excusant auprès de tous ceux dont la question n'a pas été traitée, mais j'ai l'impression que vous avez balayé l'ensemble des sujets, grâce à Alain Lamassoure aussi, que je voudrais remercier et vous remercier infiniment. Et alors, nous attendons avec intérêt ce que la Banque centrale européenne nous dira avec vous jeudi et donc vendredi en ce qui vous concerne. Merci infiniment. Merci beaucoup et merci à vous deux et à tous ceux qui ont participé. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.